Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo exceptionnelle au cœur des Pyrénées. Voici une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais interviewer un personnage qui incarne les valeurs de l'hygiénisme et du vitalisme. Jusqu'à aujourd'hui, il a vécu caché à l'écart dans ces montagnes. Ça fait 22 ans qu'il est venu vivre sur ces terres magnifiques et il a accepté de me livrer une interview pour vous faire partager ses valeurs, son parcours, son histoire. Alors ce personnage, c'est mon père. Je vous en parle souvent dans mes revues de Néo-Santé, je vous en parle souvent dans mes livres, mais c'est pas parce que c'est mon père que je vais l'interviewer, c'est parce que c'est la dernière personne que je connaisse qui a vécu pendant plus de 60 ans selon les principes de l'hygiénisme, du vitalisme et cette philosophie. Il va être capable aujourd'hui d'en faire un bilan. Alors je pense que son vécu et ce qu'il incarne va vous apporter des réponses, va vous montrer ce que c'était que vivre ou ce que c'est de vivre selon ces principes naturopathiques durant toute une vie. J'espère qu'il va inspirer certains d'entre vous, qu'il va apporter des réponses à la nouvelle génération qui se pose peut-être des questions sur ce que c'est que vraiment vivre selon ces principes-là. Alors, il a toujours voulu transmettre ses idées, ses valeurs à travers des conférences en public, mais c'est pas son truc. Vous avez compris qu'il vit plutôt reclus dans sa nature et aujourd'hui, ça va être l'occasion de partager tout ça. Alors, il va évoquer ce que c'est que l'hygiénisme et un parcours de 60 ans selon ses principes avec un mode de vie très atypique. Vous verrez deux vidéos. Une première où il va présenter toute son histoire avec tous ses secrets, ses anecdotes, ses réflexions sur ce qu'il a vécu et le bilan de tout ce qu'il a vécu. Et une deuxième vidéo beaucoup plus approfondie sur des réflexions concernant la médecine d'aujourd'hui, son rapport à la médecine, à la prise de médicaments, au fait de s'assumer toute sa vie sans avoir eu besoin de médicaments jusqu'à aujourd'hui 80 ans, en montrant que l'on peut vivre vieux sans médicaments. Nous évoquerons aussi la situation actuelle du Covid, la notion de responsabilisation du patient face à la maladie, face au traitement, face au port du masque. Qu'est-ce qu'une personne de 80 ans qui est censée être dans la population fragile, comment il perçoit cette situation-là? Alors, bien sûr, je lui dois une grande partie de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je m'efforce de vous transmettre à travers mon enseignement en formation, à travers ces vidéos. Mais rien ne vaut l'original, rien ne vaut la parole de celui qui a vécu, qui a expérimenté et qui aujourd'hui peut faire un bilan de tout cela. Alors aujourd'hui, je vous parle exclusivement de mon père, pour ce côté hygiéniste, mais d'un autre côté, bien sûr, je me suis construit grâce à tout l'aspect sociable, le côté développement personnel qui m'a été aussi transmis par ma maman. Je lui dois aussi beaucoup de choses. Elle n'interviendra pas aujourd'hui, mais elle a participé aussi bien sûr à ce que je suis et au résultat de ce que vous voyez dans toutes mes vidéos. Voilà, alors il faut dire que l'éducation que j'ai reçue de mon père a été surtout une éducation basée sur le développement du terrain, la résistance organique, vivre une vie où on doit être indépendant vis-à-vis de la médecine, pouvoir se débrouiller tout seul et se maintenir en santé sans avoir besoin de médicaments. Une éducation, vous avez compris, assez dure. Ici, on va dire que mon père se comporte un petit peu comme l'ours des Pyrénées. Il s'est replié dans des terres isolées du monde et ce pays, il y vit maintenant depuis 22 ans de retraite où il continue de vivre selon ses principes, comme vous allez voir, à 80 ans. Voilà, la parole maintenant à Claude, je veux vous le présenter. Bien, bonjour Claude, bonjour papa, alors je t'appellerai Claude pour la vidéo. Salut, alors on est dans ton magnifique jardin au cœur des Pyrénées. On entend un peu la rivière couler derrière, les montagnes sont tout autour. Alors déjà, il fait 34 degrés. Alors il fait 34, oui. Dis-nous pourquoi tu es venu déjà t'installer là dans les Pyrénées avant de nous raconter un peu toute ton histoire. Tout simplement parce que j'en avais marre de la ville et de la folie des hommes et que je voulais du calme, de la sérénité, de l'air pur. Voilà, en gros. Alors, par rapport à tout ça, toute ta vie, tu as recherché ça en fait, hein, oui. Et donc tu es venu le chercher ici. Alors, avant de nous parler de ta philosophie hygiéniste, de ta philosophie, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui le mode de vie hygiéniste naturopathique, déjà, comment définirais-tu ta philosophie de vie?
Qu'est-ce qui importe pour toi dans ta vie? Un humain au cœur de la préoccupation de nos politiques. Et non pas un humain esclave de cette consommation effrénée qui va nous mener à la catastrophe. Alors, comment tu as incarné ça, toi? Qu'est-ce qui a compté pour toi parmi toutes les valeurs qu'on pourrait prendre, écologiques, naturelles? Quelles ont été celles qui ont été les plus importantes pour toi? Les valeurs, mais le respect de l'homme, de la nature, hein, la beauté qui doit être appréciée et non pas vivre dans des métros comme des rats, comme ça. Pour moi, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Hein, au lieu de gagner, ils gagnent leur vie à la perdre, les gens. Alors c'est complètement aberrant pour moi. Alors, sur le plan maintenant de la santé, ton besoin d'être autonome dans la vie, hein, parce que bon, je te connais un petit peu, je sais que ce qui a compté, c'est ne jamais être soumis à un système, ne pas vivre comme un esclave. Et pour ça, il a fallu que tu te prennes en main de façon autonome sur le plan de la santé, pour ne pas être dépendant d'un système. De la médecine, surtout. Entre autres. Mais comment tu décrirais le mode de vie qui t'a permis de t'affranchir de ce système-là? Au départ déjà. Oui. Mais au départ, quand j'étais tout gamin, j'ai eu mon premier vélo à 11 ans. Pour moi, ça a été la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Et pour moi, c'était une joie incalculable. Et cela m'a permis déjà de m'affranchir de la ville, parce que je vivais à Lyon à l'époque. Et j'ai pu très vite ensuite, en venant habiter la Provence, découvrir ce pays merveilleux. Et qu'est-ce que tu faisais en vélo justement? Ce que je faisais. Déjà à 11 ans, à 13 ans, 14 ans? À 11 ans, première année, eh bien déjà je partais tout seul dans les Alpilles, les Baux de Provence et compagnie. Je revenais à Avignon où j'habitais. Et puis très vite, 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'ai étendu mon périmètre, mon territoire, et à 14 ans, j'avais un petit carnet où je marquais tout. J'ai fait plus de 10 000 km dans l'année et je partais en vacances chez ma tante en Savoie, à 245 km d'Avignon. Je suis parti tout seul la journée. Tes parents te laissaient partir sans casque, je suppose, hein. Il n'y avait pas de surprotection comme à l'époque, comme aujourd'hui, pardon. Et c'était ta liberté en fait, hein, que tu gagnais à coup de pédales. Et sur les routes, c'était National 7, les platanes, il n'y avait pas les voitures en queue, et on pouvait profiter de la vie. Très vite, tu as été indépendant, autonome, sans peur. C'était capital pour moi. D'accord, on a bien compris. Et sur le plan après de l'hygiène de vie, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu es venu à vivre avec une alimentation bio? Je te connais donc toujours beaucoup plus de sport, que ce soit de l'haltérophilie, du yoga, du ski de fond, un mode de vie basé sur l'utilisation d'huiles essentielles, de cataplasmes, de soins naturels, et une alimentation bien sûr saine, adaptée à ce que tu faisais. Il y a 50 ans, il faut dire que c'était quelque chose de pas courant, comme on connaît aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux. Donc comment tu y es arrivé? Parce que tes parents ne te prédestinaient pas à ça. Eh bien, le sport m'a obligé, vu les kilomètres que j'allongeais, d'avoir une santé, donc une alimentation adéquate. Et pour ça, très jeune, j'ai lu, je me suis renseigné, j'ai discuté avec mon père, qui avait quand même quelques petites notions, oui. Et j'en suis venu à la diététique d'abord. Hein, le miel, la levure de bière, le germe de blé, ce qui étaient les principaux... Les jus de myrtille, tu me disais aussi à l'époque, parce que c'était quelque chose de rare. Oui, oui. Mes économies, moi, je les mettais pas dans des iPhones et compagnie, je les mettais dans des jus de fruits pour pédaler plus loin et mieux. D'accord, donc un objectif santé et bien-être, déjà dans les années 50-60, il faut dire. Hein, oui, voilà. Début 50, 54, 55,
En 55, c'était pareil, j'étais parti chez mes à Roanne, 330 km à 15 ans avec ma petite musette et dormir à l'hôtel, voilà, c'était ma liberté. Et au niveau donc, après de quelques anecdotes de vie, sur ta prise en main maintenant santé, une fois que tu as découvert, parce que tu as découvert l'école de Marcel Rouet, hein, qui était déjà un hygiéniste avec une école de formation à l'époque. Marchesso avant. Marchesso, oui. Et donc j'ai fait une formation qu'il appelait professeur de culture humaine. Et je suis allé en stage à Nice, j'ai passé son diplôme, ce qui m'a permis déjà d'enseigner à titre privé, hein, de donner des cours de culture physique et de musculation, enfin tout ce que maintenant on appelle ça du fitness. Mais c'était beaucoup plus rudimentaire à l'époque. Alors raconte-nous un petit peu justement cette partie de ta vie où tu as découvert la musculation, l'haltérophilie, en compétition ensuite. Comment on s'entraînait à l'époque? Comment on vivait ça? Eh bien, bon, d'abord, jusqu'à 19 ans, j'ai fait énormément de vélo. Et puis, suite à une chute un peu brutale, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et j'ai découvert, je voulais faire de la lutte, en fait j'ai découvert une sorte d'haltérophilie. Alors là, ça a été deuxième coup de foudre. Je suis parti à fond là-dedans. Mais c'était plus que rudimentaire à l'époque. Hein. Ouais. Alors on va voir des images, des petites photos de ce qu'on pouvait faire à l'époque, mais il faut bien comprendre que c'est pas le crossfit ou le fitness d'aujourd'hui. Hein. Non, voilà. Pas du tout. Alors, tu faisais des performances assez exceptionnelles pour l'époque, hein, avec des positions pas trop réglementaires, on peut dire, pour le dos, pour les genoux aujourd'hui. Hein. Il y a les to-be me préconisaient que je pourrais finir en fauteuil roulant. Et j'ai entendu ça pendant des années, que j'aurais ça, alors que je suis intact, absolument intact. À 80 ans, à faire du vélo, là tu reviens de 3 heures de vélo dans l'école, hein, on va voir les images, et tout va bien, pas d'arthrose, pas de... Aucune douleur, j'ai toujours ma liberté. Voilà. Et ensuite tu as découvert un petit peu la notion, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hormèse, la confrontation aux éléments naturels. Ça a toujours été quelque chose, alors tu me l'as éduqué hein, à ça, tu m'as aussi fait découvrir la confrontation à ces éléments naturels. Alors comment tu y es venu et raconte-nous un petit peu ce que tu mets en place encore aujourd'hui hein, dans ton mode de vie. C'est inné en moi ça. J'ai toujours besoin de me dépasser, c'est mon plaisir. Hein, et d'ailleurs il y a un dicton que je fais mien, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et moi, dans ma vie, ça a été ça. Si j'avais écouté les gens, j'aurais rien fait. Hein, je devais arriver toujours avec des problèmes, hein, chaque fois que je faisais quelque chose. Et alors, par exemple, quand tu te trempais dans des lacs de montagne froids, quand tu faisais du vélo... Pire que ça, à l'hiver, dans la neige. Alors raconte-nous une anecdote. Oui. Ben, avec mon épouse, un jour, on montait sous la neige, le long des torrents. Et puis j'avais chaud, bon, j'ai piqué une tête dans le torrent, et je me suis rhabillé, tout mouillé, et puis je suis reparti. Bon, mais ça, c'était déjà courant pour moi, ce genre de truc. C'était une nécessité. D'accord, une stimulation importante. Oui, j'avais un tel bien-être après, que je ne vois pas pourquoi je m'en serais privé. Alors, raconte-nous peut-être une anecdote de confrontation au froid, et puis après au chaud. Eh bien, au froid, dans le Ventoux, une année, un Gaulois, comme on l'appelait, est mort de froid à quelques kilomètres du sommet du Ventoux, pas loin de Tom Simpson, la selle de Tom Simpson. Et moi j'étais là comme par hasard, un peu plus bas. Il faisait un froid monumental et j'étais là comme... Parce que pour moi c'était naturel. Tu faisais du vélo ce jour-là? Je faisais du vélo, oui. D'accord, dans des conditions... Bon, j'aurais peut-être pu l'aider si j'avais été sur la même route, mais ça n'a pas été le cas. Et c'était un désert blanc, mais ça, moi, ça me plaisait. Alors que la plupart des gens, ils m'auraient prédit la mort, d'ailleurs, il y est resté. Oui. Bon, mais tu avais la résistance pour... Et par rapport au chaud aussi, parce que les conditions extrêmes, tu les as connues dans le chaud, dans le sport. Eh bien, ça c'est un autre défi. C'était dans les années 80 et j'étais dans mon camp naturiste au pied du Ventoux.
Et on venait d'annoncer le record de chaleur en France avec 42 degrés à la Carpentras. Et bien, j'ai dit, allez, j'y vais. Et je suis parti à 2 h de l'après-midi faire le tour du Ventoux, 100 km, des petits cols où les pierres éclataient sous la chaleur et des sources taries. Alors ça a été vraiment dur. Ouais, parce que et je suis arrivé au bout de 4 heures, lessivé mais vivant. D'accord, tu avais besoin de ça pour vivre. Bon, ça m'a porté quand même une satisfaction de pouvoir reculer mes limites et de pouvoir prouver à tous ceux qui discréditaient ce monde de vie que l'homme était fait pour justement se battre contre ça et pouvoir se dépasser. Alors que maintenant, c'est la surprotection, il y a un petit microbe, vite on rentre chez soi. Non, c'est de la folie, c'est tout. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Bon. On a bien vu. Alors bien sûr, il y a des valeurs naturistes, des valeurs du vitalisme. Et c'est utiliser l'énergie des éléments naturels, que ce soit la ionisation, que ce soit l'héliothérapie. Ton rapport au soleil, tu m'as toujours fait découvrir, partager l'importance du rayonnement solaire, même en hiver. Alors, surtout en hiver. Surtout en hiver, bien sûr, c'est là qu'on en a le plus besoin. Alors qu'est-ce que tu faisais par rapport à ça en hiver? Eh bien en hiver, je prenais des bains de soleil, ne serait-ce que pour avoir un peu de synthétisation de la vitamine D, parce que c'est difficile l'hiver d'en avoir. Et c'était pareil, c'était un tel bien-être. Et d'ailleurs, une anecdote, le 26 janvier, j'ai pris un coup de soleil, moi, au pied du Ventoux. Ah oui. 26 janvier. Dans la neige? Non, il n'y avait pas de neige ce jour-là, mais il y avait un rayonnement exceptionnel, c'est tout. Une luminosité qu'on ne va pas voir dans les villes, hein, ça c'est sûr. Et je me souviens effectivement qu'on allait faire des randonnées même en hiver et qu'on se mettait derrière un rocher, une grange, dès qu'on avait un moment, on était torse nu dans la neige, passer 1 heure à s'exposer. D'ailleurs, un jour, nous sommes montés tous les deux en vélo, les skis de fond attachés au cadre jusqu'à mi-Ventoux, pour ensuite terminer en ski de fond jusqu'à une certaine cabane du Rat, tu dois te souvenir. Je m'en souviens, mais j'étais pas très bien à l'arrivée. Moi j'étais jeune, je n'étais pas aussi aguerri que toi. Alors on va finir cette première vidéo en parlant de tes valeurs écologiques, de ta philosophie en rapport avec l'écologie. Déjà, il y a 40 ans, tu limitais tes déplacements en voiture, en ville, tu allais faire des courses à vélo, tu vivais déjà dans une forme de sobriété heureuse, comme tu dis, hein, en reprenant les termes de Pierre Rabhi. Merci Pierre Rabhi. Alors qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça? Parce qu'il y a 40 ans, on te prenait pour un hurluberlu, hein, les écologistes à l'époque. Mais ce que tu as fait à l'époque, c'est ce que tout le monde préconise aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Il y a même plus de 50 ans, je disais déjà que la bio serait incontournable. Alors que oui. Ça faisait sourire. On ne pouvait pas se nourrir de bio, c'était pas possible, il fallait des engrais, en fait, tout leur cinéma. Et ensuite, petit à petit, j'ai essayé de convaincre en donnant des exemples. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut procéder, il faut se changer soi-même avant de vouloir changer les autres. Il faut être un exemple quand on peut pour des gens qui veulent bien ouvrir leur esprit. Voilà. Donc tout ce qui est les valeurs écologiques, respect de la nature, nourriture. Ici, tu vis avec quoi concrètement? C'est quoi ta vie aujourd'hui alors? Moi, c'est sans voiture, sans Internet, sans toutes ces technologies nouvelles, avec à peine un petit téléphone au cas où, hein, mais surtout, je ne veux plus jamais voyager. L'empreinte écologique pour moi c'est faux. Je vis local, je mange local, hein, mes vacances sont locales, hein, et je suis très très heureux. Je ne tombe pas dans des bouchons, je ne vais pas dans des avions avec des attentes interminables dans les aéroports quand on n'y est pas coincé pendant je ne sais pas quoi. Je ne vis pas avec un masque. Hein. Alors tu peux dire ça parce que
tu es retraité, ça fait 22 ans. Tu as quand même une vie sociale, tu as quand même eu un métier social. Hein. Tu étais conseiller technique régional d'haltérophilie, tu commentais des compétitions, tu encadrais. À l'époque, tu as une famille que tu as dû élever, donc tu as habité Avignon, tu as habité la ville avec ses contraintes, mais tu essayais de t'en libérer au maximum. Ça c'était évident, oui. C'était un poumon pour moi. Ce n'était pas possible de consacrer ma vie uniquement à mon travail, bien que celui-ci me convienne parfaitement. Et il me fallait à côté une vie familiale et une vie personnelle. Oui, d'accord. Très bien. Un petit mot par rapport aux valeurs de Pierre Rabhi, peut-être que tu adules un peu. Pierre Rabhi, pour moi, c'est un philosophe et c'est un personnage plein de bon sens, de bonté, d'amour. Et moi, pour moi, je le vénère, ce gars-là, parce que malgré son âge, il continue à diffuser la bonne parole, hein, et il a fait énormément d'adeptes. Et je souhaite vraiment que les politiques l'écoutent un peu, hein, et tous les donneurs d'ordre, hein, et surtout les technocrates, hein, qui sont vraiment à côté de la plaque, hein, qui ne connaissent pas la vraie vie, enfin la vie qui procure du bonheur et non pas du matériel. Hein. Avant de toujours avoir, il faudrait d'abord être. Tu incarnes ce que tu es, ce que tu fais, tu es ce qu'on appelle congruent. J'aimerais un peu plus que ça se mette en place, on est bien d'accord. Si tu devais finir cette petite interview, première partie, par une citation, une phrase pour les nouvelles générations, pour les anciennes. Eh bien, je me référerai à Gandhi. Sois le changement que tu souhaites pour le monde. Voilà. Très bien, je crois que tu l'incarnes vraiment. Très bien. Je te remercie Claude, on se retrouve pour une deuxième vidéo où là tu vas aborder ton rapport par rapport à la médecine, ton rapport par rapport à la situation actuelle au Covid, au port du masque, parce que tu es un sujet à risque et tu sais que tu as 80 ans. Ah oui, j'aurais pas dû faire ça aujourd'hui. Donc on va en discuter, c'est intéressant d'avoir ton avis par rapport à tout ça dans la vidéo suivante. Merci. Bon, d'accord, il y en aura beaucoup à dire encore.